J'ai le plaisir maintenant de donner la parole au professeur Samah Msaad, qui est professeur de pneumologie à Sfax, à la faculté de Sfax, qui va nous parler du traitement du syndrome obésité-hypoventilation. À toi la parole, Samah. Je n'ai pas besoin de pointeur. Si ça marche ici. Très bien. Bonjour tout le monde. Merci. Très bien. Alors, merci pour votre accueil et pour cette belle invitation ici à Djerba. Ravi d'être parmi vous, bien entendu, et particulièrement heureuse d'avoir l'occasion de vous entretenir d'une question qui prend une importance croissante dans notre pratique de routine. Ça a été clairement annoncé par mon professeur Dr Hayouni, le syndrome d'obésité-hypoventilation ou tout simplement le SOH. Alors le SOH, et ça vous l'avez certainement constaté, on en parle à chaque fois, à chaque congrès, c'est devenu presque un membre permanent du comité scientifique, à ce qu'il paraît. C'est pas par hasard bien sûr, mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui on manque plus de patients potentiels. Vous voyez, dans le monde on compte environ 700 millions de personnes obèses. Chez nous, en Tunisie, c'est pratiquement un adulte sur 4, une femme sur 3 et un homme sur 5 qui vivent avec une obésité, donc on n'est pas du tout en bas du classement. Et puis, pour ce bon vieux SOH, bon, c'est vrai, pour le moment, on ne connaît pas sa prévalence exacte. En revanche, on sait très bien aujourd'hui qu'à l'absence de traitement, il est pourvoyeur d'une mortalité relativement lourde, soit pratiquement 2 à 3 fois celle de l'obèse non hypercapnique. Alors justement, pourquoi chez certains obèses, une hypercapnie chronique finit-elle par s'installer? Qu'est-ce qui se passe sur le plan physiopathologique pour qu'un SOH se développe? En fait, tout commence par un excès de graisse au niveau thoracique et abdominal, et cette masse graisseuse en excès va créer une gêne mécanique majeure qui va empêcher l'expansion thoracopulmonaire. C'est-à-dire que la pompe thoracopulmonaire chargée des graisses, elle perd de sa souplesse, elle devient rigide, du coup, elle ne peut plus se gonfler correctement pendant l'aspiration, ce qui nous fait en fin de compte une mauvaise compléance thoracopulmonaire. Un ballon ou une pompe qui se gonfle mal, c'est un ballon peu compléant par définition. Alors, en plus, les bases pulmonaires étant comprimées, étant écrasées par la graisse abdominale, il y aura donc des micro-atelectasies basales, elles-mêmes responsables d'une hypoxémie chronique par effet shunt. Et puis, cette compression de base pulmonaire va aussi favoriser un collapsus expiratoire précoce des voies aériennes distales, d'où l'apparition d'un piégeage expiratoire avec une PEP intrinsèque à l'instar de ce qui se passe chez la BBCO par exemple. Alors, on sait par ailleurs que l'obésité entraîne une production excessive du gaz carbonique, ce qui normalement devrait être compensé par une majoration du travail ventilatoire. Lorsqu'on est obèse, normalement, on devrait augmenter un peu plus son travail ventilatoire afin d'éliminer ce gaz carbonique produit en excès et garder ainsi une capnie normale. Et pour cela, on aura besoin de cette précise hormone qui s'appelle leptine. La leptine qui est sécrétée par les cellules graisseuses et qui va agir directement au niveau des centres respiratoires bulbaires pour stimuler la ventilation. Malheureusement, certains obèses ne sont pas chanceux parce qu'effectivement, ils sont incapables de déclencher cette hyperventilation compensatrice à cause justement d'une résistance à la leptine. Il se trouve que chez certains obèses, la leptine, bien qu'elle soit produite en quantité excessive, elle est incapable de remplir sa fonction physiologique au niveau des centres respiratoires bulbaires. On appelle ça résistance à la leptine. Et cette résistance à la leptine, à son tour, sera à l'origine d'une dépression de la commande ventilatoire centrale. C'est-à-dire que les centres respiratoires bulbaires deviennent fainéants et ne répondent plus correctement à cette production excessive du gaz carbonique. Donc, résultat obligatoire, ça sera l'hypoventilation nocturne et persistante et qui va prédominer préférentiellement en sommeil paradoxal. Alors, vous voyez ici sur la figure, sur le signal de la capnographie nocturne, nous avons des plages d'hypercapnie en plateau. Sur le signal de l'oxymétrie nocturne, des plages d'hypoxémie, elles aussi en plateau. Vous voyez que toutes les deux apparaissent de façon périodique pendant le sommeil paradoxal, traduisant justement cette hypoventilation nocturne d'origine centrale.
Ajoutons à cela le rôle de l'obésité. On nous a appris tous que la graisse entraîne une majoration de la compliance pharyngée, ce qui va favoriser l'émergence des événements respiratoires obstructifs pendant le sommeil. Et la particularité chez les SOH, c'est que les événements, souvent, c'est des apnées obstructives, mais de longue durée. Donc, c'est différent du SAOS classique. Un patient avec un SAOS classique, il va faire plutôt des hypopnées qui sont de courte durée. À chaque hypopnée, le malade va accumuler un peu de gaz carbonique et comme sa commande ventilatoire centrale est toujours intacte, à la reprise, il hyperventile suffisamment pour éliminer la totalité du gaz carbonique stocké pendant l'hypopnée. Donc, résultat logique, à la fin de la nuit, il n'y aura pas d'hypercapnie. Alors, ce qui se passe dans le SOH, c'est un peu différent. Là, on va observer plutôt des hypopnées obstructives qui sont cette fois-ci de longue durée. À chaque apnée, le malade va accumuler beaucoup de gaz carbonique et comme sa commande ventilatoire centrale est cette fois-ci fainéante et déprimée, à la reprise, il ventile très peu ou disons pas assez pour permettre une vidange complète du gaz carbonique stocké pendant l'apnée. Après, lorsque ce phénomène se répète sur des centaines d'événements au cours de la nuit, là, bien entendu, on finira par développer une hypoventilation nocturne persistante. Donc, en résumé, vous voyez que le SOH résulte d'un enchevêtrement pathologique entre production excessive du gaz carbonique par la graisse, des apnées obstructives qui sont de longue durée, une dépression de la commande ventilatoire centrale par résistance à la leptine. Ce trio toxique conduit à une hypoventilation nocturne persistante qui, non traitée, petit à petit, elle va déborder sur la veille pour aboutir en fin de compte à une hypoxémie, une hypoventilation plutôt chronique qui est à la fois diurne et nocturne. Donc au final, je suis obèse, je suis hypercapnique à plus de 45 mm de mercure, j'ai des troubles respiratoires pendant le sommeil, un SAOS et ou une hypoventilation nocturne en sommeil paradoxal. En plus, aucune cause identifiable autre que l'obésité ne vient expliquer cette hypoventilation chronique. Conclusion logique, je suis SOH et j'ai pleinement le droit d'être traité et traiter efficacement surtout. Et bien concrètement, ça veut dire quoi traiter efficacement un SOH? Ça veut dire tout d'abord un patient qui cliniquement va se sentir mieux, une capnie qui va devenir inférieure à 45 mm de mercure, un IAH inférieur à 10, avec en plus de ça une oxymétrie nocturne normale, c'est-à-dire une oxymétrie stable sans oscillation significative, INT 90 inférieur à 10%. Alors pour cela, pour aboutir à ces objectifs, là on va devoir mettre en place un tripède thérapeutique qui associe VNI ou ventilation de façon plus générale, le contrôle de poids avec bien entendu la bonne gestion de comorbidité. Alors parmi ces trois piliers thérapeutiques, s'il y a un élément central et déterminant, c'est absolument la ventilation à domicile. Alors justement, quand est-ce que doit-on initier une ventilation à domicile chez un patient SOH? Bon, schématiquement parlant, il y a deux contextes cliniques majeurs. Le premier, c'est le contexte stable, c'est-à-dire un SOH confirmé en dehors de toute exacerbation aiguë. Et là, logiquement, on sera dans l'hypoventilation chronique, grade 3 et 4, selon la nouvelle classification de l'IRS. Des fois, donc quelquefois, ou assez souvent, disons, la ventilation est initiée plutôt en post-aigu, c'est-à-dire chez un obèse non connu SOH et qui débarque directement chez vous dans un tableau d'IRA hypercapnique. Et bien là, justement, une fois la tempête passée, là, il va falloir mettre le patient ou indiquer une VNI à domicile chez le patient après sortie de l'hôpital. Alors, je vous montre ici les résultats de ce qu'on appelle une méta-analyse sur données individuelles. Vous voyez, c'était un grand échantillon, 1000 obèses, non connus SOH, tous hospitalisés dans un tableau d'IRA hypercapnique. Alors, cet échantillon a été reparti en deux bras. Un premier bras mis sortant sous VNI à domicile, alors que pour le deuxième bras, il a été décidé d'interrompre la VNI avant sortie de l'hôpital. Alors, les résultats sont très clairs, je pense. Là, on voit très bien que le maintien de la VNI après sortie de l'hôpital a permis une réduction significative de la mortalité à moyen terme, à long terme aussi. Effet très important, cette réduction était remarquablement plus importante chez les patients sévèrement obèses, c'est-à-dire les patients avec un IMC dépassant les 41 kg par mètre carré. Donc, sur le plan pratique,
Un obèse sans antécédent connu de SOH qui est hospitalisé dans un tableau d'ERA hypercapnique, à la sortie, il faut absolument lui proposer une VNI à domicile. Cette VNI à domicile doit être maintenue pendant une durée moyenne de 3 à 4 mois. Après, une fois notre malade bien contrôlé et bien stabilisé, là, on arrête la VNI pendant une semaine. C'est entre parenthèses la période washout, au cours de laquelle on va pouvoir pratiquer le bilan de la maladie. Alors, ce bilan permettra soit de confirmer le diagnostic de SOH et de poursuivre ainsi la VNI, soit dans certains cas de la suspendre si le diagnostic de SOH n'est pas retenu. Mais de toute façon, ne lâchez jamais vos patients obèses à la sortie d'une ERA hypercapnique sans VNI à domicile. Les experts de l'ATS vous le disent clairement, c'est pas une bonne idée et c'est même une bêtise carrément. Bien sûr, il ne faut pas faire des bêtises. Voilà, on a pris la décision de ventiler, c'est bien. Maintenant, il va falloir choisir, on part sur une PPC ou serait-il plus raisonnable d'aller directement sur une VNI? Heureusement, le choix n'est pas très compliqué, tout dépend en fait du phénotype de votre patient. Et donc, si vous avez à ventiler un patient de phénotype plutôt central, c'est-à-dire un SOH avec un IAH inférieur à 30, là le choix est clair, c'est l'indication à la VNI. Par contre, si vous avez à ventiler un phénotype plutôt obstructif, c'est-à-dire un SOH avec un IAH cette fois-ci inférieur à 30, et bien là, on démarre par une PPC, et croyez-moi, souvent ça marche très bien. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que je suis en train de raconter. Par contre, quand il s'agit de la fameuse étude espagnole PICWIC, là franchement, je pense qu'il est difficile de ne pas y croire. Alors vous voyez, c'est un essai clinique contrôlé randomisé sur un échantillon de 200 patients SOH stables de phénotype obstructif. La comparaison a été faite entre deux groupes. Un premier groupe ventilé par PPC fixe, alors que pour le deuxième groupe, la ventilation a été faite par VNI. Après, 5 ans plus tard, une durée de suivi quand même de longue haleine, là aussi, je pense que les résultats étaient très clairs. Vous voyez que la PPC faisait aussi bien que la VNI sur tous les paramètres analysés. Sur la dyspnée à l'effort et la somnolence diurne excessive, les gaz à sang artériel et la pression artérielle pulmonaire systolique, pareil aussi pour les événements cardiovasculaires et pour la mortalité globale. Donc, PPC et VNI, c'est kiff-kiff, les deux font le job de la même façon. Même constat pour la compliance, excellente dans les deux groupes, sans avantage pour l'un ou pour l'autre. Par contre, pour la question économique, là, bien entendu, c'est la PPC qui l'emporte largement avec des factures nettement moins lourdes que celles générées par la VNI. Donc, pour se résumer, lorsqu'il s'agit de ventiler un SOH stable de phénotype obstructif, la PPC fait aussi bien que la VNI, même efficacité, même compliance aussi. En plus, elle génère moins de dépenses. Et donc, entre deux traitements équivalents, autant choisir celui qui ventile bien et coûte moins cher, qui est dans ce cas la PPC fixe. Et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve clairement recommandé dans les derniers consensus de l'ATS. Alors maintenant qu'on a choisi de ventiler par une PPC, comment s'y prendre pour bien démarrer? Bon, classiquement, la première phase, c'est une phase de tétration sur 2 semaines, de préférence avec une PPC autopilotée, bien sûr, à l'absence de contre-indication que vous connaissez tous normalement. Par la suite, après cette phase de tétration, là, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, tout simplement, on va basculer sur le mode fixe, on va basculer vers une PPC fixe. En même temps, on doit faire le point. Est-ce que notre patient utilise bien sa PPC? Est-ce qu'il la tolère bien? Est-ce que cliniquement, il se sent mieux? Donc, à ce stade, ce qui importe le plus pour nous, c'est surtout le confort de notre malade et son adhésion au traitement. L'efficacité optimale quant à elle, et bien souvent, ça va prendre un peu plus de temps, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, voire même plus. Donc, c'est pourquoi il faut être patient, très patient même, il faut prendre son temps et surtout ne pas conclure trop vite un échec de la PPC. Mais alors, c'est quoi exactement un échec de la PPC chez un malade SOH? Alors, en règle générale, on considère qu'il y a un échec de la PPC à long terme lorsque, malgré 2 à 3 mois de bonne compliance, certaines anomalies persistent. Par exemple, la capnie reste supérieure à 45 mm de mercure, ou bien le T90 ne descend pas en dessous de 10%, ou bien notre malade continue à faire des décompensations respiratoires récidivantes. Il adhère bien à sa PPC et 2 à 3 mois après, il est réhospitalisé pour IRA. Donc, manifestement, ça ne marche pas avec la PPC.
Même remarque est aussi valable pour les patients qui manifestent une mauvaise tolérance clinique vis-à-vis de fortes pressions ventilatoires. Alors là, logiquement, c'est un échec probable de la PPC et il va falloir tout simplement switcher vers une PPC. Vers une VINI, pardon. On était sur une PPC, ça ne marche pas, donc on est obligé d'aller sur une VINI. Alors malheureusement, pour l'instant, les facteurs qui sont capables de prédire d'emblée un échec de la PPC ne sont pas vraiment bien identifiés, à part peut-être l'obésité morbide. Là, on est tous d'accord. Il y a aussi l'altération de la fonction respiratoire de base, comme c'est le cas chez les BPCO, le besoin d'oxygène nocturne, d'une supplémentation en oxygène nocturne, et peut-être aussi le gain de poids au cours de la ventilation. Et donc, si on essaye de se résumer, je vous rappelle encore une fois qu'on parle du SOH stable de phénotype obstructif. C'est l'indication à la PPC fixe en première intention. Par contre, si vous trouvez que votre malade présente d'emblée des facteurs prédictifs d'échec de la PPC, et bien là, il sera plus raisonnable d'aller directement sur INVI. Ben justement, pour ces patients ventilés par VINI, soit en première intention, soit après échec de la PPC, ben pour ces patients, serait-il possible des fois de programmer un switch vers une PPC fixe? On préfère toujours la ventilation la moins contraignante et la plus efficace, qui est dans ce cas la PPC. Alors, un autre essai clinique, mais cette fois-ci sur un échantillon de plus petite taille, c'est 37 patients SOH de phénotype obstructif. Tous, ils sont stabilisés sous VINI depuis un minimum de 3 mois et tous, ils étaient switchés vers une PPC fixe avec un bilan de contrôle 4 à 6 semaines après. Alors, regardez les résultats. Alors là aussi, on voit très bien que la PPC a montré la même efficacité que la VINI sur tous les paramètres cliniques et fonctionnels. Parmi les patients switchés, les 3/4 ont gardé une capnie normale et mieux encore, pratiquement les 2/3 disaient préférer la PPC à la VINI. Donc après avoir essayé les 2 modes ventilatoires, il y avait une grande majorité qui manifestait une nette préférence pour la PPC. Donc conclusion des auteurs, pour un SOH obstructif stabilisé sous VINI depuis un minimum de 3 mois, le switch vers une PPC est toujours possible, ils seront bien vécus. Et cela, ça c'est très important, même si la PPC a échoué au départ ou si votre patient avait déjà des antécédents d'ERA hypercapnique. Donc vous voyez, c'est très souple. En cas d'échec de la PPC, on passe à la VINI, mais le chemin inverse reste tout à fait possible. Bon, ça c'est pour vous dire la même chose pour les gens qui aiment les algorithmes, donc vous pouvez le regarder chaque fois que c'est nécessaire. Reste maintenant la grande question de réglage. Comment bien régler l'appareil de notre malade? Bien régler pour ne pas se dire à la fin qu'on était en train de lui gonfler les poumons pour rien. En fait, la règle d'or ici, c'est d'ajuster les réglages à la physiopathologie de la maladie. Or, on l'a bien dit dès le départ, dans le SOH, rien ne marche comme il faut, donc il faut tout corriger. On s'est mis d'accord tout à l'heure que la commande ventilatoire centrale chez les SOH est déprimée. Bah, du coup, il nous faut une fréquence de sécurité plutôt costaud, entre 14 et 20 cycles par minute. Pareil pour la compliance thoraco-pulmonaire, elle aussi, elle est manifestement altérée. C'est un peu l'équivalent d'un vieux ballon de football oublié au soleil de Djerba 3 étés de suite. Résultat, il sera difficile à gonfler. Bah, du coup, là, on aura besoin d'une aide inspiratoire plutôt robuste, entre 16 et 20 cm d'eau, et cette pression doit être délivrée lentement selon une pente douce avec un temps inspiratoire plutôt prolongé. Pour les voies aériennes supérieures, s'il y a un SAOS associé, là on peut le corriger en augmentant la PEP à 8-10 cm d'eau par exemple, sinon une PEP à 4 sera largement suffisante. Et puis enfin, pour l'athylectasie et l'hypoxémie qui en découle, on peut la corriger par une légère augmentation de la PEP. Bah, sinon, des fois, dans les formes les plus sévères, on aura peut-être besoin d'associer de l'oxygène nocturne à la VINI, bien que cela soit rarement nécessaire, très rarement nécessaire pour être précise. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Bah, sinon, si vous vous sentez pas vraiment à l'aise avec ce type de réglage, pas de panique. Alors, vous avez toujours à votre disposition cette fameuse recette bien faite qui a été élaborée par le groupe français GAVO 2. Vous pouvez la regarder chaque fois que c'est nécessaire. Après, l'essentiel, c'est d'aller toujours tout doucement. C'est un peu de la gastronomie ventilatoire. Il faut juste bien doser les ingrédients, éviter de saler trop fort dès la première cuillère.
Bien, c'est fini. Il nous faut notre malade bien ventilé. Est-ce que cela signifie que notre mission est parfaitement accomplie? Pas vraiment, en fait, pour une raison très simple. C'est que la ventilation, c'est vrai, elle permet de corriger l'hypoventilation alvéolaire chronique et la pression artérielle pulmonaire systolique, tandis que pour tout ce qui est tension artérielle et comorbidité, notamment celle de nature métabolique, et bien là, au contraire, la VNI n'a jamais fait preuve de son efficacité. Or, on les sait tous, on sait très bien en fait que les comorbidités, ça tue. Les comorbidités, c'est la première cause de mortalité chez les SOH, même quand il est correctement ventilé. Donc, on l'a bien compris, la VNI, elle seule ne suffit pas. Seule, elle ne permet pas d'améliorer le pronostic vital de la maladie. Bah, du coup, il faut absolument qu'elle soit intégrée dans un programme thérapeutique multimodal. Un petit cas clinique, pour être fidèle à mes habitudes, un petit cas clinique au passage. Ça, c'est Madame Najwa, une patiente SOH qui a été traitée par VNI, appuyée bien sûr par des programmes d'éducation thérapeutique. En plus, elle a intégré notre unité de réhabilitation respiratoire. Après, elle a eu une chirurgie bariatrique. Bon, les résultats, franchement, c'était quelque chose d'impressionnant. Quelques mois plus tard, elle avait perdu pratiquement 20% de son poids initial, voire même plus, et derrière, tout s'est normalisé. L'oxymétrie nocturne, la capnie diurne, pareil aussi pour la basémie, et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin, on a pu arrêter la VNI. Donc Najwa n'avait plus besoin de se faire ventiler. Alors ce cas clinique, quoique caricatural, il faut l'avouer, ça illustre parfaitement l'intérêt de cette approche multimodale et surtout ça nous suggère que le SOH n'est plus une fatalité et que grâce à une perte de poids importante comme celle que l'on peut obtenir après chirurgie bariatrique par exemple, et bien là il sera possible de fois d'alléger le traitement ventilatoire ou d'arrêter carrément la ventilation comme c'était possible chez notre patient. Alors justement sur le plan pratique, comment obtenir cette perte de poids significative? Deux fois, on aura besoin d'aller vers la chirurgie bariatrique et aujourd'hui, on parle carrément de la chirurgie métabolique parce qu'effectivement, outre son impact significatif sur le poids, ce type de chirurgie, ça permet aussi une réduction significative de l'AH, de la capnie diurne et puis, fait très très important, ça permet aussi des grosses réductions des événements cardiovasculaires et de la mortalité globale. Une autre approche en plein essor, c'est les analogues GLP-1. Vous le connaissez tous déjà, c'est le premier traitement médicamenteux ayant montré une réelle efficacité sur l'obésité avec des pertes de poids dépassant les 20%. Pareil, chez le SOH, c'est le SARS obstructif, ça entraîne des réductions significatives de l'AH. Sinon, pour la capnie, ça n'a pas été encore étudié. Donc, pour l'instant, on n'a pas de données disponibles. En revanche, avec tout ça, avec tous les résultats que nous avons actuellement à notre disposition, là, il est tout à fait logique de penser que ça pourrait marcher aussi avec le SOH. Donc, sur le plan pratique, chaque fois que vous avez un SOH qui est jaune, une fois stabilisé sous VNI ou sous PPC, et bien là, il sera normal, voire même très important de se poser la question, est-ce qu'il est éligible ou non à une chirurgie bariatrique ou éventuellement un traitement médicamenteux de l'obésité, si les ressources le permettent bien sûr, parce que honnêtement ça coûte très cher, en plus c'est pas encore remboursable. Enfin, si vous avez la possibilité d'intégrer votre patient dans un programme de réhabilitation respiratoire, comme c'est possible au sein de notre service, là probablement ça sera une très très bonne idée, parce que probablement, ça va avoir un effet positif sur la dyspnée à l'effort, sur le poids corporel, sur la pression artérielle aussi. Donc, réhabilitation chez les SOH, oui, un grand oui même, mais à condition, là quand même, il y a une condition essentielle, c'est que chez le SOH, la réhabilitation doit se faire sous VNI avec de fortes pressions aspiratoires. Là, probablement, ça pourrait mieux marcher et être mieux toléré, comme le suggère un essai clinique assez récemment publié par l'équipe de Grenoble. J'arrive enfin à la conclusion, j'espère que j'étais dans le temps. Exactement. Donc j'arrive à la conclusion pour dire que le SOH n'est pas un simple mauvais sauce, donc il doit être géré différemment. Selon le phénotype clinique, la ventilation va se baser ou bien sur la VNI ou bien sur la PPC fixe, avec dans ce cas la possibilité d'une autotétration au milieu hospitalier.
Un obèse admis dans un tableau d'IRA hypercapnique à la sortie, il faut absolument lui proposer une VNI à domicile. Lorsque vous traitez NSOH par VNI ou PPC, vous allez améliorer sa capnie, sa somnolence diurne, sa qualité de vie aussi. Par contre, pour l'impact cardiovasculaire, il est vraiment très limité. Or, les comorbidités sont très fréquentes et ce sont elles qui sont responsables de la surmortalité, même chez les patients bien ventilés. Donc, on l'a bien compris, j'espère. La VNI, la ventilation à elle seule ne suffit pas. Il faut absolument qu'elle soit intégrée dans un programme thérapeutique multimodal. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, même si vous avez dépassé un petit peu, mais on a toujours envie de vous écouter. C'était quelques secondes. Oui. Alors, Dr. Hashish, allez-y. Micro dans la salle, s'il vous plaît. Merci, madame, pour votre exposé. C'est génial. J'aimerais bien poser une question concernant la physiopathologie. Mohamed, tu parles dans le micro. Pardon. J'aimerais bien poser une question concernant la physiopathologie du syndrome d'apnée du sommeil. Du syndrome SOH. Voilà, le SOH. Quelle est, d'après vous, la participation du diaphragme dans l'atteinte du diaphragme dans ce syndrome-là? Vous avez parlé de la gêne mécanique, vous avez parlé de phénomène PEP pour les petites voies aériennes, et vous n'avez pas parlé du diaphragme qui est quand même le muscle respiratoire essentiel dans la physiologie. Merci. Excellente question, j'en ai pas parlé justement par peur de dépasser le temps. Effectivement, le diaphragme il joue un rôle plus ou moins important dans la physiopathologie des SOH. En tout cas, c'est un rôle secondaire. Parce que chez un malade obèse, à cause de la surcharge graisseuse, certainement le diaphragme il va se trouver dans une situation mécanique défavorable, donc il ne va pas pouvoir se contracter efficacement, notamment pendant la phase inspiratoire, ce qui va donc générer en quelque sorte une dysfonction diaphragmatique qui sera plus ou moins importante, ça varie bien sûr selon la sévérité de l'obésité. Et ça, c'est un élément très important à prendre en considération, notamment dans le choix du mode ventilatoire. Alors nous, lorsqu'on regarde la polygraphie, on est capable des fois de détecter la dysfonction diaphragmatique en regardant le comportement des sangles thoraciques abdominales. Et donc, si vous trouvez une apposition de phase entre le thorax et l'abdomen avec une déflexion thoracique positive et une déflexion abdominale négative, là probablement votre patient présente une dysfonction diaphragmatique et donc même s'il s'agit d'un phénotype obstructif avec un SAUS sévère, vaut mieux aller directement sur une VNI parce que avec une dysfonction diaphragmatique aussi manifeste qui se déclare sur le tracé polygraphique, la PPC aura très peu de chances d'être efficace. Donc voilà, donc, excellente question. D'ailleurs, j'aurais dû en parler peut-être. C'est bon. Le micro est branché. Bon, je suis pneumologue. Je voulais juste revenir Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Désolé. Je voulais juste revenir sur les phénotypes, parce qu'on sait très bien que plus de 20% des gens qui ont des SOH n'ont pas d'apnée du sommeil. J'entends. Je disais que plus de 20% des patients qui ont un SOH n'ont pas d'apnée du sommeil. Oui. Donc vous avez parlé soit phénotype obstructif, soit phénotype central. Oui. Et pour les autres, comment ça se passe? C'est quoi la question? La question, quel est le type de ventilation pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'apnée du sommeil? Alors, donc, quel est le type de ventilation en l'absence d'apnée de sommeil? Plus de 20% n'a pas d'apnée du sommeil. Alors, si le malade n'a pas d'apnée de sommeil, c'est un phénotype central. C'est que le facteur physiopathologique prédominant, c'est la dépression de la commande ventilatoire centrale. Donc, logiquement, la PPC n'a absolument aucune perte dans ce cas. Il faut aller directement sur une VNI. Donc, ça fait partie du phénotype non central. Chaque fois que vous avez, non obstructif, pardon,
Donc chaque fois que vous avez un IH inférieur à 30, ça veut dire entre autres égal à 0. Donc c'est l'indication à la VINI. Le choix est clair dans ce cas. Bah, ce que je fais, parce que d'autant plus qu'il y a une petite question qui est liée, c'est que dans une grande 50% des cas, je me retrouve avec des patients qui ont d'emblée une PCO2 qui est supérieure à 55 et à 60. Oui. Et je mets d'emblée une VNI au lieu d'une PPC quand même. Donc pour vous, une hypercapnie supérieure à 55, 60. à 60, c'est un facteur prédictif d'échec de la PPC. Oui, c'est possible. Mais ça dépend en fait de l'ensemble du contexte clinique. Je pense qu'une hypercapnie importante à elle seule n'est pas suffisante pour aller directement sur une VNI. On peut tenter une PPC et si ça ne marche pas, on peut switcher vers une VNI. Parce que dans l'urgence, par les recommandations de la VNI, dans l'urgence, la VNI, c'est pour les hypercapnies supérieures à 60. On parle ici de recommandations à l'état stable. À l'état stable, l'hypercapnie à elle seule n'est pas forcément un facteur prédictif d'échec de la PPC. C'est pas forcément en fait, ça reste discuté, d'accord. Donc maintenant, si vous avez d'autres facteurs associés, une obésité morbide par exemple, parce qu'il y a le diabète, il y a beaucoup de choses. Oui, il a une BBCO associée, une BBCO non sévère bien sûr, sinon le diagnostic de SOH sera exclu. À ce moment, il sera plus logique d'aller sur une VNI. Et ma dernière qui est complètement à la fin, ce que vous avez abordé, c'est la chirurgie bariatrique. Oui. Quel est le délai entre la mise en place d'une ventilation et la chirurgie bariatrique? Et vous avez parlé d'arrêter la ventilation après la chirurgie bariatrique. Est-ce qu'il faut refaire un nouveau enregistrement avant de décider d'arrêter la ventilation? Et c'est terminé. Donc, en fait, on ne parle pas de délai ici. Le plus important, ce n'est pas le délai, mais c'est la perte de poids. Donc, à partir du moment où vous avez une perte de poids qui dépasse les 20%, là, il va falloir arrêter la VNI, une semaine, la période de charte, et refaire la polygraphie pour voir comment les choses ont-elles évolué. Est-ce qu'il y a vraiment une guérison totale de la maladie ou votre malade garde un SAS léger à modéré ou une hypoxémie nocturne et par la suite on va se décider. Est-ce qu'on va garder la VNI? Est-ce qu'on va basculer sur une PPC ou carrément arrêter la ventilation? Donc c'est pas une question d'intervalle de temps, c'est une question de perte de poids. Donc ça sert à rien par exemple de faire une polygraphie après une année de contrôle alors que le malade garde toujours le même poids ou que la perte de poids n'est pas très importante. Bonjour à tout le monde. Je voudrais savoir, est-ce que la barrière de 45 mm de capnie... Parlez dans le micro s'il vous plaît. Est-ce que la barrière de 45 mm de capnie, elle est obligatoire pour switcher de la VNI vers la PPC? Est-ce que barrière d'une capnie supérieure à 45 pour switcher VNI, PPC. Un malade déjà sous VNI, après 3 mois, oui. En contrôle, il est à 49. À 49. On ne switche pas, même si cliniquement, il va beaucoup mieux. Et il était à 80. Oui, cliniquement, il va beaucoup mieux, mais il a des perturbations gazométriques qui risquent d'avoir donc un impact cardiovasculaire. La clinique, elle est importante, mais la gazométrie aussi est importante. C'est un critère d'échec. Il faut passer à une VNI. Non, bien sûr. Il est déjà sous VNI. On ne switche pas. Non, il est sous VNI, mais il garde toujours une capnie supérieure à 49. L'objectif n'est pas atteint. Donc c'est une barrière obligatoire. Bien sûr, c'est un critère obligatoire. Il faut rester sur une VNI et essayer d'ajuster les paramètres. Parce que comme vous l'avez constaté tout à l'heure sur les réglages, chez les SOH, on aura besoin d'aller à des aides inspiratoires très importantes. On peut aller jusqu'à 25 cm d'eau des fois pour avoir une capnie normale. C'est très important de normaliser la capnie. Mais comment on va convaincre les médecins contrôleurs de la CNAM? Comment on va le convaincre? Oui. Ils ne sont pas convaincus. Et ils finiront par l'accepter. Au-dessous de 50, ils refusent. Pardon? Au-dessous de 50, ils refusent... Non, comment? Les médecins de la CNAM, ils ne demandent jamais de gazométrie pour le renouvellement de la VNI, parce que une gazométrie... Non. Ils refusent. Inférieur à 50, ils refusent.
Non, non, c'est illogique, ça n'a pas de sens. Ne parlez pas tous à la. Ça n'a pas de sens de demander une gaziométrie de contrôle pour le renouvellement de la VNI. Parce que c'est quoi notre objectif, nous, à travers la VNI, c'est d'avoir une gaziométrie normale. Donc on ne va pas sanctionner le patient parce qu'il a bien adhéré à son traitement. Mais c'est ce qui se passe. S'il vous plaît. C'est ce qui se passe. Donc il y a un travail à faire auprès des médecins de la CNAM. Il fallait les inviter à... S'il vous plaît, dernière question ici, s'il vous plaît. Voilà, oui, largement dépassé. Je suis désolé. S'il y a des discussions à la CNAM, c'est appelé. S'il vous plaît. Basma. Très bien, dernière merci. question, alors. Merci, je te remercie, Semeh. Alors, certes, il y a le volet ventilatoire, mais la prise en charge globale dans tout un programme de réhabilitation respiratoire avec prise en charge nutritionnelle, c'est incontournable à mon sens. Et pour justement la réponse à ces traitements, que ce soit PPC ou VNI, et il vaut mieux, plus on commence tôt, mieux c'est. Donc, il vaut mieux commencer dans la période des 3 mois qui suivent justement un épisode aigu éventuellement. Voilà. Merci beaucoup, Dr Msaad, pour cette conférence. Et c'est des nuits très pratiques et on va...